Bien, bienvenue à tous. Alors donc, on le rappelle, on se retrouve tous les mardis à 11 heures sur les conférences, les webconférences qui sont organisées par le Corévi Île-de-France Sud. Je suis moi-même donc le vice-président en charge de la communication et avec Dominique Salmon qui est donc présidente et qu'on voit sur la caméra de l'Hôtel Dieu, la caméra qui est marquée GHTD. Dominique, si tu peux te rapprocher de la caméra. Donc Dominique est présidente du Corévi et avec Dominique, nous avons souhaité mettre en place des webconférences pour apporter au mieux de l'information à la fois pour les médecins, les patients et puis un peu tout le monde parce que en cette crise du coronavirus, effectivement, il est important que les gens aient des réponses et des informations. Alors sur les précédentes webconférences, Dominique nous avait expliqué ce qu'était le virus. On a pu aussi avoir des psychologues, des sociologues qui sont venus nous expliquer ce qu'étaient donc les problématiques sur le confinement. Et puis, nous avons eu aussi des virologues du laboratoire Cerba qui nous ont expliqué quels étaient les schémas de déconfinement, puisque nous devrions avoir prochainement des informations sur le déconfinement qui est envisagé donc par le gouvernement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est capitale quand on est effectivement en confinement, c'est donc l'alimentation. Et puis Anne Bérin, qui est donc diététicienne à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, qui est donc dans notre Corévi, a souhaité nous parler bien entendu d'émotion parce que pour elle, l'alimentation et l'émotion, ça rime de pair et ça va ensemble. Et rien que de savoir qu'il est 11 heures et qu'à midi on va déjeuner, ça donne envie effectivement de pouvoir parler d'alimentation et d'émotion. Merci beaucoup Anne Bérin d'être venue aujourd'hui Bernin, Jérôme Bernin. Bernin pardon d'être venu nous parler d'alimentation. Tu es diététicienne à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots comment ça se passe aujourd'hui quand on est diététicienne avec des gens qui sont confinés? Et puis, je te laisse ensuite dérouler ton PowerPoint. Écoute, je suis pas trop diététicienne en ce moment. J'ai changé de poste et je me suis dirigée vers les urgences pour faire de la prise de rendez-vous au dépistage Covid pour les soignants. Oui. Parce qu'en période de crise, finalement, il y a des impératifs. Et du coup, même si la diététique est importante, c'est relégué au second plan. Et donc, pour l'instant, j'ai arrêté, entre guillemets, mon activité diététicienne. Très bien. Alors, on démarre donc ton PowerPoint. Alimentation et Oui, émotion. Allons-y. Qu'avons-nous pour alors, je vous propose, c'est ça, je vous propose au menu un méli-mélo d'influences multicolores, un émincé de besoins sur son lit d'émotions à la fleur de soie et une farandole de propositions caramélisées. J'espère que ça vous met en appétit. Alors, slide suivante. J'ai pris cette petite image parce que je trouvais que ça reflétait pas mal finalement ce qu'on peut vivre au quotidien. Donc, c'est une dame qui se met en position pour méditer et qui se dit aujourd'hui, je vais vivre dans le moment présent. Et puis, elle se dit quand même, sauf si le moment présent ne me plaît pas, auquel cas, j'irai manger un cookie. Donc, se nourrir est avant tout un besoin physiologique. Notre corps a besoin de protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, etc. Alors, ce n'est pas encore la slide suivante. Merci. Mais manger peut aussi avoir une fonction symbolique. Notre façon de manger, c'est-à-dire notre comportement alimentaire, est influencé par un ensemble de choses diverses et variées. Et c'est là où tu peux passer à la suivante. Qu'est-ce qui influence notre comportement alimentaire? Finalement, pas mal de choses. La fatigue, l'ennui, l'activité physique, nos sens, par exemple une bonne odeur de gâteau ou voir un éclair au chocolat dans une boutique, une boulangerie, l'insatisfaction, la convivialité d'un repas, la frustration, le moral, notre faim évidemment, le manque de sommeil, la surcharge de travail, nos habitudes, le stress, l'anxiété et les émotions. Donc, en réponse à des événements de notre journée ou à notre état émotionnel, manger aura une symbolique différente. Cela va nous permettre de compenser.
Alors, slide suivante. Compenser, quand on regarde dans le dictionnaire du latin balancer avec, il y a deux définitions. La première, c'est rétablir un équilibre qui a été perdu. Et la deuxième définition, c'est dédommager une perte par un avantage considéré comme équivalent. Donc là, je veux bien que tu appuies encore pour faire apparaître ce qui suit, c'est-à-dire, par exemple, quand on s'ennuie, quand on a un sentiment de vide, quand on ressent de la peur du manque, manger va nous permettre de nous remplir. Quand on se sent contrarié, angoissé, quand on est dans une période de deuil ou qu'on ressent un manque affectif, manger nous permettra de nous réconforter. Quand on se sent fatigué, quand on manque de sommeil, manger pourra nous redonner des forces. Quand on se sent en tension ou en stress, manger va nous permettre de décompresser, de nous détendre. Quand on fait un effort important, manger va nous permettre de nous récompenser de cet effort. Quand on se sent insatisfait, frustré ou quand on est dans une période de régime, manger va nous permettre de nous faire plaisir, de s'autoriser. Quand on rumine, quand on a des pensées en boucle, manger va nous permettre de ne plus penser. Quand il y a des changements, quand on se sent en insécurité, manger va nous permettre de se sécuriser. Et puis, quand on ressent des émotions fortes, comme la tristesse, la peur, la colère, manger va nous permettre de nous déconnecter à nos émotions. Voyons plus en détail les différentes émotions. Slide suivante. La roue des émotions. Avec cette belle roue, on voit que les émotions offrent une palette d'expressions variées et nuancées. Ces émotions servent à nous informer dans notre quotidien sur la façon dont nous interagissons avec l'extérieur et aussi avec notre état intérieur. Alors, sommes-nous toujours attentifs, conscients de nos émotions? Dans notre société actuelle, dans notre éducation scolaire, familiale, avons-nous appris à les prendre en compte? Slide suivante. Avons-nous appris à identifier toutes nos émotions? Avons-nous appris à écouter nos émotions? Savons-nous les accueillir? Pouvons-nous les comprendre? Savons-nous les accepter? Pouvons-nous les exprimer? Savons-nous les gérer? Pouvons-nous les apaiser? Savons-nous quoi en faire? Et si nos émotions, si tu peux appuyer sur un petit clic encore, étaient une invitation à répondre à nos besoins? Nos émotions ne sont donc pas un message, mais plutôt un messager qui pointerait du doigt le besoin à écouter. Slide suivante. Alors, les besoins qui sont liés à nos émotions. La peur vient nous dire qu'on a besoin de se sentir protégé et de se sentir en sécurité. La colère exprime le besoin de défendre son territoire, de s'affirmer, de poser ses limites. La tristesse, c'est un besoin de détachement, c'est un besoin d'attachement, de réconfort, de faire le vide avant un renouveau. Le dégoût est un besoin de repousser ce qui est toxique pour nous. La surprise est un besoin de faire face à l'imprévu et la joie, un besoin de partager avec les autres. Tu peux cliquer à nouveau encore. Finalement, manger ne permet pas de répondre aux besoins liés à nos émotions. Manger serait un palliatif. Alors, quelle solution? Slide suivante. Je vous propose de prendre le temps de faire le point. C'est-à-dire, slide suivante, avoir une vue d'ensemble dans un premier temps sur les domaines de notre vie qui composent notre équilibre, notre qualité de vie. La santé, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, l'estime de soi, l'état émotionnel, le moral, l'entourage familial et social, l'activité professionnelle, la santé sexuelle et affective, les loisirs et la situation économique et sociale. Et on voit bien finalement que l'alimentation fait partie d'un ensemble qui nous permet d'avoir un équilibre. Et ce n'est pas la seule façon de le trouver, cet équilibre. Faire le point, ça permet de cibler les éléments à améliorer
ou à rétablir afin d'augmenter notre bien-être. Et ensuite, dans un deuxième temps, de faire le point quotidiennement, slide suivante, sur comment on se sent. Arnaud Desjardins a écrit « Si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle, immédiate de vos émotions. » Donc, ça serait quotidiennement se remémorer le déroulement de la journée, être à l'écoute de ses émotions et ressentir ses signaux physiques, ce qui pourrait être résumé par faire la météo du corps, ce qui permettrait de reconnaître ses ressentis, les prendre en compte, les comprendre et les communiquer. Slide suivante. Ensuite, je vous propose de faire évoluer la réponse alimentaire à un événement ou à une émotion particulière. Dans certains cas, nous demandons à l'alimentation soit de répondre à des besoins de réconfort, de partage, de soutien, d'apaisement, soit de nous couper de ce que nous ressentons car trop inconfortable, inacceptable ou non autorisé. Un petit clic pour faire apparaître voilà, cette belle image. Et cette citation de Mark Twain qui dit « Une habitude est une habitude, ce n'est pas en la jetant par la fenêtre que l'on s'en débarrasse, mais en la poussant vers la sortie, une marche après l'autre. » Slide suivante. J'ai appelé ça reprogrammation car on va progressivement passer d'un comportement impulsif, automatique, à un comportement réfléchi dans la conscience de soi. Alors, un petit clic. Faire apparaître les différentes étapes qui sont, premièrement, identifier le comportement alimentaire à changer. Par exemple, je grignote tard le soir du sucré, régulièrement dans la semaine. Deuxième étape, identifier les événements et émotions déclencheurs de ce comportement alimentaire. Je regarde la télévision, le JT à 20h, et ça m'angoisse quand même beaucoup. Je me demande ce qui va se passer. Et finalement, je crois que j'ai un peu peur. Troisièmement, reconnaître le vrai besoin. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de faire face à l'inconnu. Quatrièmement, réfléchir à des stratégies possibles afin de gérer les déclencheurs et ou les émotions. Première solution, éteindre la télé. Pourquoi pas? Deuxième solution, trouver une source d'information moins anxiogène. Par exemple, lire plutôt que regarder la télé. Troisième solution, discuter avec une autre personne pour connaître leur avis et éventuellement se rassurer. Quatrième solution, accepter d'avoir peur et se dire finalement c'est normal, cette situation, tout le monde en a peur. Autre solution, exprimer son ressenti à quelqu'un ou encore demander de l'aide, du soutien. Un petit clic pour ensuite se dire, pardon, j'ai sauté une étape, je crois, qui est la cinquième, qui est instaurer des alternatives qui peuvent apporter du bien-être. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc après, on clique sur la suivante, qui va être trouver des activités qui détendent. Se réserver des moments dans la semaine pour pratiquer régulièrement des activités qui vous font du bien. Massage, lecture, musique, bain moussant, film, cuisine, méditation, activité physique, loisirs, sorties, etc. Même si en ce moment, la sortie, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais on peut quand même en faire une par jour. Un petit clic encore. L'idée, c'est que chacun trouve sa manière d'éveiller ses émotions positives et de se détendre autrement qu'en mangeant. Slide suivante. Pour finir, je vous propose de revoir les habitudes qui soutiennent, les habitudes alimentaires qui soutiennent. Manger lentement et mastiquer. Octroyer une vraie pause pour manger d'au moins 20 minutes, sans distraction, sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision, dans le calme et dans une ambiance propice à la détente, pour favoriser la mastication et une meilleure digestion. Écoutez sa faim. Faites-vous confiance pour mieux réguler votre apport alimentaire, la quantité de votre assiette. Vous pouvez identifier la vraie faim, les signaux de satiété. Portez votre attention sur vos sensations corporelles et les émotions ressenties. Ça permet de réduire la prise alimentaire émotionnelle.
avoir du plaisir à manger. Plus il y a de plaisir par bouchée, moins il y a de besoin de boucher. Pour bien apprécier chaque bouchée à sa juste valeur, il suffit à la fois d'être conscient du plaisir procuré par l'aliment et de s'accorder le droit de l'éprouver. Bien s'organiser. Par exemple, établir le menu de la semaine, éventuellement avec le conjoint, les enfants, pour que tout le monde soit d'accord et qu'il y ait un programme de fait. Ensuite, préparer la liste des courses à l'avance avec la quantité en fonction des stocks et de ce qu'il y a à acheter. Faire les courses avec la liste et ainsi éviter d'acheter en trop grande quantité les aliments plaisir et privilégier les fruits et les légumes, afin que chaque repas soit composé d'au moins une portion de chaque. Et puis prévoir du temps pour cuisiner, si ce n'est pas chaque jour, au moins une fois pour éventuellement à l'avance faire des plats qui vous permettront de ne pas cuisiner tous les jours. Et ensuite, manger la bonne quantité. Il n'est pas nécessaire de peser les aliments. Toutefois, être conscient de la quantité d'aliments que l'on met dans son assiette évite d'être régi par les habitudes et permet de savoir quelle quantité va correspondre à sa faim. Il est ainsi envisageable de diminuer progressivement les quantités afin de tendre vers une ration plus adaptée, surtout quand on a moins d'activités comme en ce moment. Des petites astuces pour aider à gérer les quantités. Diviser l'assiette en 3 avec viande, poisson, œufs d'un côté, féculents et légumes de l'autre. Faites une entrée afin d'avoir moins faim pour le plat. Choisir une taille d'assiette plus petite. Se faire un plateau repas avec entrée, plat, dessert afin de ne pas être tenté de se resservir. Et ne pas attendre d'avoir trop faim pour manger car les portions risquent d'être trop importantes. Prévoir éventuellement une collation. Bien répartir ses repas dans la journée. L'intérêt du petit déjeuner est toujours d'actualité. En plus de couper les 10-12 heures de jeûne de la nuit, la prise alimentaire du petit déjeuner régule l'équilibre faim-satiété de la journée. La sensation de faim à midi et le soir est moindre et les quantités sont plus adaptées aux réels besoins de l'organisme. Sauter des repas de façon régulière envoie à l'organisme le message d'augmenter ses réserves de graisse en prévision de l'insuffisance énergétique de certains repas, avec comme conséquence inévitable une prise de poids. De plus, pour pallier à ce manque d'apport énergétique, l'organisme puise essentiellement dans les tissus musculaires, plus rapidement disponibles, et non les tissus adipeux, le gras. Un dîner trop copieux provoque une sécrétion d'insuline élevée, ce qui favorise le stockage des graisses compte tenu de la période de repos qui suit. Toutefois, le dîner est souvent, en période d'activité, le repas qui permet de rééquilibrer les apports alimentaires de la journée. Il peut être donc varié et en quantité raisonnable. Le fractionnement des repas ou les collations aide à réguler son appétit au cours de la journée, si l'on mange modérément et à chaque fois, et si l'on choisit des aliments nutritionnellement. On va le remettre dedans après. Prochaine slide. Pour que ces changements deviennent des habitudes, il faut viser des objectifs à votre portée et envisager d'y aller progressivement. Par exemple, acheter des légumes tout prêts dans un premier temps, s'habituer à en manger régulièrement, puis en acheter surgelés et les cuisiner plusieurs fois dans la semaine. Et enfin, cuisiner des fruits et des légumes crus ou cuits le plus souvent possible. Slide suivante. Et là, je vous ai mis donc un petit document qui résume finalement l'équilibre alimentaire, ce que probablement vous savez déjà, et qui permet de visualiser le nombre de portions par jour que l'on prend de chaque aliment. Mais où est le chocolat? Alors oui, effectivement, où est le chocolat? Il est dans les sucreries, je pense. Oui, alors c'est un document qu'on a fait avec ma collègue à l'Hôtel Dieu. Donc, alors, plusieurs fois par jour, on a bien évidemment les fruits, les légumes et les féculents, donc globalement à chaque repas. 2 fois par jour, au niveau des produits laitiers, donc on dit 2 fois par jour les produits laitiers, et là on a mis le fromage en 1 fois par jour, donc on peut considérer une part de fromage et un produit laitier dans la journée.
Et puis, les huiles margarine 2 fois par jour, globalement, à chaque repas, midi et soir. La portion de beurre, ce sera plutôt le matin au petit déjeuner cru. Et puis, pour tout ce qui est graines et fruits oléagineux, donc avocat, noix, noisettes, amandes, sont des aliments quand même très riches en oméga 3. Ce sont des antioxydants, donc une petite poignée tous les jours. C'est vraiment assez intéressant. Ensuite, plusieurs fois par semaine, des légumineuses et puis aussi des compléments protéiques végétaux. Donc, ça va être tofu, sétan et compagnie. Les œufs, plusieurs fois dans la semaine, poisson maigre, viande blanche, et puis aussi les biscuits. 1 ou 2 fois par semaine, donc les pâtisseries, la charcuterie, les fritures, la viande rouge et le poisson gras. Donc tout ce qui est saumon, thon, frais, maquereau, hareng, sardines, on conseille 2 fois dans la semaine. Et puis ensuite, de façon occasionnelle, plutôt festive, ça sera les dîners au restaurant, le fast-food et les fruits de mer. Et dans la slide qui suit, donc, on vous conseille donc plutôt de privilégier le plus possible les produits frais, de saison, locaux et bio, si c'est possible. Moins certains, pas forcément tous. La cuisine maison, évidemment, s'hydrater au moins 1,5 litre par jour, et puis l'activité physique, que ce soit dehors quand on peut ou à la maison, c'est vraiment essentiel. Et puis, de façon modérée, les produits sucrés, le sel et les sauces du commerce. Et puis, de façon vraiment occasionnelle, l'alcool et les sodas. Voilà, donc là, c'est la fin du PowerPoint. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir dans vos retours, c'est finalement, donc par rapport à ce que je viens de dire et au confinement que vous vivez, que nous vivons depuis plus d'1 mois, est-ce que vous avez vu votre comportement alimentaire changer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles? Je vais réouvrir donc le micro de chacun. Merci beaucoup pour ta présentation. Anne, je voulais savoir un petit peu, là, en période de confinement, du coup, il y a des gens qui, on le voit sur les réseaux sociaux, font beaucoup d'apéros le soir, quasiment tous les Ouais. soirs. Du coup, si je comprends bien donc ta slide, il y a en réalité donc trop d'apéros, tu l'apéro, c'est ça? Et pendant que Globalement, tu on peut réponds, faire. je vais ouvrir du coup au fur et à mesure à tout le monde. Il y a quelqu'un qui me dit donc est-ce qu'il est possible d'écrire? Oui, il est possible d'écrire. Je pourrais lire effectivement les demandes qui sont faites par écrit pour ceux qui ne peuvent pas avoir de micro. Donc n'hésitez pas donc à écrire. Je vois passer vos messages. Anne, je te laisse répondre. Et puis pour les autres, je réouvre les micros au fur et à mesure. D'accord. Alors, pour ce qui est de l'apéro, moi, je vois aucun je vois aucun interdit à faire l'apéro tous les soirs. Globalement, je pense que pour notre morale et notre besoin de communiquer avec les autres, c'est juste indispensable. Par contre, on a quand même le choix d'y mettre peut-être 2 fois dans la semaine de l'alcool, les chips et un peu de charcuterie, et le reste du temps, des eaux aromatisées, des jus de fruits et puis des légumes à croquer, enfin des choses plus légères. En fait, Ouais. c'est vraiment la variété qui va permettre de trouver l'équilibre. Et Écoute, du coup, en bonne période journée, de hein. confinement, Du est-ce qu'il coup, y a tendance à manger trop gras, trop sucré? peut-être si c'est un cadeau, c'est bien. Alors allez-y, on vous entend. Je viens de rétablir les micros. S'il y a des gens qui ont besoin de poser une question, on vous entend tous, hein. Vous avez des questions, Anne? Qui se lance? Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi oui, j'ai une petite question. Donc moi je me présente, c'est Thomas Luzani, je suis responsable de délégation de l'Île-de-France Ouest de chez Achat Prévention. Ah, Et j'ai une quelqu'un petite peut. question. Donc moi je fais partie des gens qui font beaucoup d'apéros le soir, donc pour être honnête. Et j'ai une petite question aussi par rapport à tout ça. C'est le fait que on doit diversifier certaines choses dans notre alimentation.
mais c'est un petit peu compliqué parce que pour les personnes qui n'aiment pas les fruits et légumes, par exemple, qui ont des allergies aussi, donc comment ils peuvent s'y prendre? Est-ce que vous avez des petits conseils pour ces gens-là? Parce que moi, j'en ai qui sont allergiques, donc, par exemple, à la carotte, courgette, aubergine, concombre. Donc, c'est vraiment très compliqué à diversifier. Donc, même moi, je me pose un peu la question quand je vais au magasin pour prendre quelques fruits et quelques légumes, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour éviter de manger vraiment trop gras? Parce que du coup, on se faufile sur le saucisson, on se faufile sur les petites baies au fromage, etc. Donc moi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir comment je pourrais diversifier, par exemple, mon apéro, sachant qu'on fait tous des apéros via FaceTime, Internet, Oui, oui, etc. bien sûr. Donc voilà, donc ce serait des petites questions à partager aussi avec mon entourage. Et j'aimerais bien effectivement avoir des réponses. Ça, c'est un petit peu compliqué à les trouver. Alors, du coup, c'est vrai que si on veut alléger l'apéro, si on supprime les fruits et les légumes, ça paraît un peu compliqué. Il y a peut-être certains légumes qui sont pas faire justement la liste avec eux de ce qu'ils peuvent manger pour que quand vous alliez faire les courses, vous savez quoi choisir. Après, quand on ne peut pas alléger ou varier ses apéros, il faut juste du coup contrôler sa quantité, c'est-à-dire faire des portions et se limiter à la portion qu'on aura déterminée au moment où on fait l'apéro en fait. Parce que le problème avec l'apéro, c'est que si on met tout sur la table et qu'on mange en discutant, on ne s'aperçoit absolument pas de la quantité qu'on mange. Du coup, l'idée, c'est soit donc vous essayez d'alléger avec les fruits et les légumes que vous pouvez manger sans que ça soit allergisant, soit vous essayez de vraiment contrôler la quantité en vous faisant des portions pour vous et pour chacun et pour que finalement vous dépassiez pas la quantité raisonnable de chips, cacahuètes, charcuterie, etc. Après, dans la charcuterie, il y en a quand même qui sont pas très grasses, comme le jambon de pays, le bacon et j'en passe. Donc, il y a aussi dans la charcuterie des moyens de faire moins gras. Il y a les rillettes de poisson, il y a le poisson. Enfin voilà, il y a finalement tout un tas de choses. Il faut peut-être prendre le temps de chercher et d'aller sur Internet, de regarder Il y a aussi des les conseils. il y a aussi des applications qui permettent, par exemple, si je parle de Yuka, on permet donc de flasher le code barre. On va avoir des conseils Ouais. nutritionnels sur est-ce que c'est bien ou pas de manger. C'est utile ce genre d'application quand on fait les courses parce que en vrai, quand on fait les courses, ce qui finit dans le caddie sera mangé au final, souvent. C'est comme ça que ça se passe. Oui, oui, c'est intéressant de savoir en fait ce qu'il y a dedans et ce qui est conseillé. Parfois, on se rend pas bien compte quand on prend un aliment qu'on a l'habitude de prendre et on n'a jamais regardé la composition. Finalement, Yuka nous permet vraiment d'être attentif à ça. Ouais. Donc, c'est un moyen supplémentaire puisque les étiquettes sont de plus en plus petites et illisibles. Donc, franchement, c'est quand même difficile de faire la part des choses. On comprend rien avec les E. Et effectivement, ouais. Alors j'avais une question Tout à fait. effectivement d'un service, je pense que c'est donc des soignants qui disent qu'en ce moment ils ont une tension nerveuse à la sortie du boulot, donc suite à une journée au CHU, et du coup il y a une grosse fatigue nerveuse et ils ont des faims insatiables. Ça c'est Ouais. une question d'un service immuno, je pense, parce que quand je vois l'identifiant. Et j'ai une autre question de Catherine, ça rejoint un peu les choses. Dans les émotions, il existe aussi le grignotage quand on se sent bien et pas uniquement lors d'une émotion moins heureuse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement suite à ces tensions nerveuses? Tu en as parlé dans ton PowerPoint. Concrètement, comment est-ce qu'on peut combattre ça? Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un petit débriefing d'équipe déjà, c'est-à-dire se réunir à la fin du service 10 minutes et puis partager ce qui a été dur dans la journée. Ça pourrait être faire 2-3 exercices en sophrologie. Hein, ils ont vraiment de la relaxation dynamique.
d'évacuation de stress, surtout au niveau des épaules, là, souvent, ou alors le plexus solaire. Du coup, c'est quelques exercices qui peuvent être vraiment bénéfiques en équipe. Je trouve que c'est intéressant parce que justement, ça permet de se sentir soutenu et de partager aussi ce qu'on ressent et de voir qu'on n'est pas le seul à le ressentir. Donc, ça peut être bien. Et après, ça peut être soit faire un espèce de sas de décompression, soit aller marcher un peu avant de rentrer à la maison, ou s'accorder 10 minutes pour justement vraiment décompresser en ayant soit des petites astuces qu'on connaît déjà qui nous font du bien, soit en allant chercher. Nous, c'est vrai qu'à l'Hôtel Dieu, ils ont mis en place la bulle, je crois, et du coup, il y a sophrologue, shiatsu, et puis aussi ostéopathe. Et ça, c'est une vraie ressource. C'est vraiment des moments indispensables pour les soignants. Et donc, vraiment, si le CHU peut mettre en place ce type d'activité pour que justement les soignants déjà se sentent entendus dans leur souffrance, qu'ils s'accordent au moins 1 heure dans la semaine à être manipulés ou juste à apprendre ce que c'est qu'une visualisation en sophrologie pour justement évacuer le stress. Tout ça, c'est des petites choses qui sont vraiment indispensables. Alors, c'est peut-être que ça pourrait être fait par Dominique. Dominique, tu pourrais effectivement envoyer un petit mail à Martin Hirsch en lui disant tiens, on a des bonnes idées et parfois il y a peut-être moyen aussi de faire un peu avancer les choses parce que le bien-être des soignants, c'est aussi le bien-être quelque part des patients. Et puis, c'est faire en sorte Oui, que. C'est toujours ouais. tendu, on fait un petit parallèle là parce qu'on parle confinement. Après, je donnerai la parole à Nicolas et puis d'ailleurs aussi Daniel qui se demande comment identifier les émotions quand elles se manifestent. Mais Dominique, comment ça se passe du coup là en ce moment à l'hôpital? Est-ce que tu sens que les soignants sont encore dans une tension certaine? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là et merci à toi, Jérôme, d'organiser ces webinaires qui sont toujours très intéressants. Donc, ça va beaucoup mieux à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu, mais dans tous les hôpitaux en France. Et la situation est un peu identique dans les pays européens hein, parce qu'on se ressemble tous. Donc, on voit vraiment l'effet du confinement avec beaucoup, beaucoup moins d'entrées. Alors, les patients qui étaient là depuis longtemps sont toujours là. Donc, Oui. on n'a pas l'impression que ça diminue vite. Mais en fait, les entrées à l'hôpital sont nettement plus faibles. Hein. Donc, bravo à tous pour tous les efforts que chacun a fait. Alors, il va falloir, bien sûr, à partir du 11 mai, oui, que ça dure. Hein, ça, c'est pas gagné. En tout cas, d'ailleurs, on voit qu'en Allemagne, ça a tendance un peu à repartir. Donc, il va falloir être très, très vigilant dans la façon dont on va se déconfiner. oui, et pour cette ton conseil, c'est d'être vigilant sur le déconfinement, mais aussi sur la charge émotionnelle aussi, j'imagine, des soignants, parce que c'est vrai qu'il faut que les soignants se reposent avant l'arrivée probable de cette deuxième vague, c'est ça hein? Oui, c'est clair. C'est clair, parce que c'est très bien ces bulles. Et d'ailleurs, je crois qu'elles existent dans tous les hôpitaux. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé, ça a été fait vraiment avec l'administration. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'on a une demi-heure, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine de relaxation, de sophrologie qu'on va pouvoir gérer après. Et effectivement, les soignants ont besoin de se reposer. Mmh. Je me demandais si peut-être on pourrait aborder ce thème de la sophrologie ou par webinar. Il faudrait qu'on voit, parce que je crois que Anne, tu es vraiment douée dans toute cette ambiance un peu sophro-méditation. Donc peut-être que tu pourrais voir qui pourrait nous faire une fois quelque chose sur la sophrologie. Alors, à distance. Nicolas, je pense que Nicolas est plus trop présent. J'avais une autre question au niveau donc du grignotage. Pardon, Daniel voulait savoir comment identifier l'émotion quand elle se manifeste. Et puis, l'autre question, au niveau du Finistère, la difficulté se constate au niveau des personnes handicapées qui ont des difficultés de déplacement pour trouver des produits variés nécessaires à leur équilibre alimentaire. La situation augmente leur stress. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil par rapport à ça, Anne? Parce que c'est pas toujours facile de faire ses courses au final. Tu m'as posé 2 questions là, c'est ça? La première, c'était quoi déjà? C'était, pardon, sur comment identifier l'émotion quand elle se manifeste. Alors, par rapport à l'émotion, je renverrai à la roue des émotions. En fait, peut-être que si on sait, justement, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou on ressent une émotion et qu'on n'arrive pas
la nommer, peut-être regarder la roue et voir un peu, finalement, où est-ce qu'on se situe. Est-ce que je ressens, je sais pas, de la contrariété, ou alors finalement, est-ce que c'est plutôt de la colère? Est-ce que je sens que c'est de l'ennui? Enfin voilà, ça permet de voir un peu dans la gamme des émotions où est-ce qu'on se situe pour arriver progressivement, parce qu'en fait, les émotions, quand on s'est habitué à ne pas les écouter, ben, on n'arrive pas à les identifier. Et presque parfois, même, on ne les ressent pas, on les ressent en décalé de l'événement. Donc, c'est déjà, effectivement, être à l'écoute de ce qu'on ressent, ce qui n'est pas forcément toujours agréable, même si ça l'est aussi parfois. Et ensuite, voilà, arriver à savoir où est-ce qu'on se situe. Et plus on fait cet exercice-là, plus après, c'est facile de savoir quelles émotions on ressent. Ensuite, la deuxième question. Sur les personnes qui sont en handicap et qui ont des difficultés à pouvoir s'approvisionner, et plus largement peut-être, quand on n'a pas les bons aliments dans les magasins, on a connu des pénuries notamment, ça s'est vraiment beaucoup calmé, mais du coup, quand il n'y a pas des éléments nutritionnels qu'on peut acheter facilement, comment ça se passe? Alors, en fait, je pense que là, concrètement, il faut juste resituer le contexte. On est dans une période compliquée. Donc, avoir accès à tout ce qu'on a habituellement n'est pas si facile que ça, voire pas facile du tout. Donc, l'idée, c'est pas de viser l'équilibre alimentaire, mais de faire au mieux avec ce qu'on a. C'est-à-dire arrêter de vouloir peut-être faire exactement comme on fait d'habitude, sachant que y a plus de farine, que alors, moi, j'ai vu les rayons de fruits et légumes pleins, hein, donc je n'ai pas encore eu de pénurie de fruits et légumes. Mais en tout cas, dans ce qui est les fruits et légumes, on a les fruits frais qui sont livrés peut-être ponctuellement. Il y a aussi tout ce qui est conserve et surgelé. Donc, il y a quand même trois voies d'accès possibles pour tout ce qui est fruits et légumes, en frais, en surgelé ou en conserve, ce qui permet quand même de varier et de stocker aussi plus longtemps si on a peur que d'acheter trop de fruits et légumes et que ça s'abîme rapidement. Voilà, donc peut-être aussi de pouvoir et de oui, tout à fait. renouveler. Exactement. Alors, il y avait Nicolas qui est revenu et qui voulait te poser donc des questions également. Ouais, alors moi j'ai une grosse question, c'est comment limiter la casse en termes de consommation de chocolat? Je suis plutôt bon d'un point de vue nutritionnel, j'ai des repas très équilibrés, j'ai d'activité physique, il n'y a pas de souci. Je fais beaucoup de renforcement musculaire quotidiennement, donc ça va. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après les courses, j'ai tendance à avoir un gros pic anxieux et je fume au moins la moitié de ma tablette de chocolat, ouais, facilement quotidiennement. Alors, la première question, c'est quelle est la quantité limite de chocolat qui est consommable de manière raisonnable? Et la deuxième, c'est par quoi je peux remplacer le chocolat? Bon, en sachant que je prends du chocolat entre 88 et 99%. Donc c'est gras, mais c'est très peu sucré. Voilà, quoi. Alors, donc, par rapport à mon exposé, Nicolas, ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que donc, tu manges du chocolat. Le chocolat est une réponse suite à un pic d'anxiété. Et donc, du coup, l'idée, ce serait, dans un premier temps, d'identifier l'origine de cette anxiété, en fait. Qu'est-ce qui a déclenché ou qu'est-ce qui fait qu'il y a une majoration de l'anxiété? Du coup, c'est pas en changeant l'aliment que ça va gérer ton anxiété. Par exemple, le dernier gros pic anxieux que j'ai eu, c'est que je faisais la queue à la boulangerie et il y a un SDF qui est entré dans ma zone de confort, mais genre à 30 cm, quoi, tu vois. Bon, pour me demander des trucs, mais il n'était pas à 1 mètre de distance. Mais je me suis dit, oula. Je suis allé chercher mon pain, je suis rentré, je me suis pris une poignée de noix du Brésil avec 2 carrés de chocolat, j'ai mâché lentement, mais c'est vrai que là, l'angoisse était élevée. Donc, c'était soit du chocolat, soit un quart de Xanax, en fait. Tu vois? D'accord. Donc, Et du coup, au moment où t'as vécu cet événement stressant, qu'est-ce que tu aurais pu faire qui aurait diminué ton stress à ce moment-là? ce que j'aurais pu, c'est piquer un 100 mètres. J'aurais pu faire des pompes. J'aurais pu faire
des squats. J'aurais pu lancer un jeu Devant la vidéo. boulangerie, tu veux dire? Non, durant la boulangerie, c'est éloigner le monsieur et puis euh, quitter la queue de la boulangerie, puis marcher à toute vitesse dans le quartier, tracer pour essayer d'évacuer mon stress le plus vite possible. C'est tout ce que j'aurais pu faire en Ouais. fait. Et Est-ce éventuellement que tu as échanger en... réussi? Est-ce que tu as Oh, réussi à maintenir ta zone de confort ou ta zone enfin ton périmètre de sécurité, on va dire? Est-ce que tu as en exprimé fait, ton besoin que ça soit respecté? alors en fait, il a voulu faire un check, je lui ai dit, j'ai les mains sales. Donc je lui ai fait un main, je lui ai fait un signe en lui faisant comprendre que je souhaitais qu'il s'éloigne. Mais je ne lui ai pas dit, t'es crade, casse-toi. Donc ça non, je l'ai pas fait évidemment. Mais c'est vrai que j'ai senti la colère monter et l'anxiété Ah oui, c'est aussi. ça. Ouais. Donc l'émotion de colère. La colère, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est un besoin de s'affirmer et de poser ses limites. Donc Hum, là, hum, en hum, fait, peut-être que la prochaine fois, quand ça se reproduit, hum, ou même avant, tu revisualises la scène et tu visualises en fait ce que tu aurais dû faire, c'est-à-dire gentiment et de façon assertive, lui dire est-ce que vous pourriez vous reculer s'il vous plaît? En fait, ça me stresse que vous soyez aussi proche et vous n'êtes pas dans les mesures de sécurité et vous n'êtes pas dans le respect des mesures barrières. Et du coup, peut-être que ça t'aurait permis de mieux gérer la colère et donc l'angoisse qui suit, et finalement ensuite de pas te jeter sur le chocolat ou les cacahuètes. Très bien. J'avais donc une dernière petite précision, donc encore pour nos soignants qui effectivement donc disent que quand ils arrivent à identifier l'émotion, que ce soit la colère, l'ennui, la fatigue, la faim persiste quand même. Et pour le coup, donc tu disais qu'il y a moyen effectivement donc de faire des petits exercices simples, sophrologie, etc. Pour les gens qui connaissent pas. Du coup, quelle va être la solution immédiate dans la gestion d'une émotion qu'ils vont avoir identifiée? Si tu peux leur donner un conseil, un truc super pratique qui va faire que les gens ne vont pas se jeter sur du sucre juste après avoir effectivement eu un peu comme Nicolas cette contrariété, qu'est-ce qu'on peut conseiller, un truc hyper simple, hyper basique? Alors, je suis désolée, je vais pas satisfaire à ta demande de rapidité magique. Ouais, Je vous ai dit, hein, enfin, en fait, jeter une habitude par la fenêtre, donc c'est ce que tu en gros demandes. On veut jeter cette habitude de répondre systématiquement par manger du sucré éventuellement. ouais. En fait, c'est une réponse impulsive et automatique. C'est de l'ordre de l'émotionnel. Et on n'a aucune prise, le cerveau gauche n'a aucune prise sur l'émotionnel. Le cerveau gauche, c'est celui qui décide. C'est lui qui va dire la prochaine fois, je ne réagirai pas comme ça. Sauf qu'en fait, c'est cette partie du comportement qui est réfléchie, sauf que ça n'a aucune prise avec l'émotionnel et donc l'automatique et l'impulsif, on va dire. Donc l'impulsif, il va se travailler au fur et à mesure. Première fois qu'on se dit, bah tiens, ce comportement-là, en fait, je veux plus que ça se reproduise, c'est Ouais. d'abord identifier le problème. Et ensuite se dire, OK, donc là j'en ai marre, je veux plus systématiquement rentrer chez moi et dévorer le frigo parce que ma journée a été hyper stressante, que finalement c'est la seule chose qui me défoule. Et déjà d'en prendre conscience, ensuite d'accepter que finalement c'est à l'heure d'aujourd'hui un moyen de compenser, mais que finalement on a envie que ça évolue et on a envie de faire les choses progressivement pour que ça évolue. Parce que tu Et vois, il y ça, a les des habitudes. où effectivement, tu vas avoir des gens qui vont être dans la solitude. Parce qu'effectivement, donc, le confinement, c'est aussi se retrouver, même si on est parfois dans une même maison, on peut être plusieurs, mais on peut se retrouver effectivement aussi seul. Et c'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on n'est pas seul, in fine. Et donc, du coup, il y a des démons qui ressurgissent un petit peu. Et donc, ça peut être une valeur refuge que d'avoir une alimentation un peu qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et c'est vrai que donc là, du coup, Ouais. comment ça peut se gérer quand on est tout seul chez soi, face à son frigo? Est-ce que moi, tu vois, enfin bon, alors j'ai beaucoup effectivement donc vu des diététiciennes, etc. Puis un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, mais si tu ne veux pas donc grossir, il faut que tu arrêtes d'acheter. Alors, je me dis en même temps, c'est facile de pouvoir effectivement dire ce genre de choses, mais comment est-ce que du coup, quelle est ton astuce pour distinguer la satiété et le fait d'être rassasié?
comment est-ce qu'on pourrait se dire quand on est tout seul? On peut être avec une crise d'angoisse et on se dit, voilà, je vais essayer de mettre un peu de rationnel dans tout ça. Alors, dissocier rassasiement de satiété. La satiété, c'est un état où on n'a pas faim, c'est-à-dire c'est entre les repas. Ouais, Et le rassasiement, c'est la fin du repas où l'estomac est plein. C'est d'accord. vraiment deux choses différentes. Après, de ce que tu viens de dire, C'est pas facile, hein? ouais, non, c'est clair que c'est pas facile. C'est-à-dire comment rationaliser l'émotionnel. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, le truc. C'est Et ça, donc, il c'est n'y a rationnel. c'est que en posant les choses et en se disant qu'on va évoluer progressivement vers un autre comportement. Souvent, les gens font un régime et finalement changent complètement leurs habitudes alimentaires, pardon, sans prendre en compte pourquoi ils avaient les anciennes habitudes alimentaires et qu'est-ce qui les ont menés à ça. Donc moi, je pense que plutôt que de voir l'alimentation comme un problème, l'alimentation est juste la résultante, c'est-à-dire les conséquences des causes qu'il faut aller voir. Comme Nicolas nous a très gentiment donné l'exemple, est-ce que le problème, c'est le grignotage du chocolat? On a bien vu que la solution n'est pas dans ne plus l'acheter ou arrêter de grignoter, mais plutôt prendre conscience de ses émotions et, comme pour Nicolas, s'affirmer, poser ses limites et effectivement vivre sa colère, l'exprimer éventuellement, parce que ce sont des choses tout à fait naturelles et c'est important d'être à l'écoute de ça. Donc, voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine, parce qu'en plus, les émotions, elles sont en prise avec notre inconscient, elles sont en prise avec tout ce qu'on vit en fond. Après, pour finir sur la solitude, je pense qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui plein de réseaux, d'appels, de soutien psychologique qui sont mis en place. Alors, pour les soignants, on a une plateforme, mais probablement pour les patients aussi. Les associations, c'est vraiment le moment de se tourner vers l'autre pour exprimer sa solitude, sa demande de soutien, partager qu'on ne se sent pas bien. En fait, c'est vraiment accepter la situation comme elle est. C'est dur, on est à peu près tous à la vivre mal et on a tous des ressources différentes. Donc, partager son mal-être et puis voir aussi notre voisin, justement, lui, qu'est-ce qu'il fait pour aller mieux? Est-ce qu'il a des idées? Est-ce que je peux m'inspirer de lui? Est-ce que je peux faire des choses nouvelles, etc., etc. Alors, il y avait une dernière question qui m'a été posée. Est-ce que le jeûne est-il favorable ou défavorable durant cette période de confinement? Alors, du coup, ça dépend de quelle intention est posée derrière le jeûne, en fait. Oui. Parce que le jeûne, c'est une pratique, on va dire, souvent religieuse, spirituelle ou parfois de purification ou d'élimination. Donc, en fait, c'est juste savoir pourquoi on a envie de faire le jeûne à ce moment-là. Parce que finalement, il n'y a pas de bonne ou de meilleure période, enfin, pas de, ou de mauvaise période, dans le sens où c'est vraiment un choix personnel que d'entamer un jeûne quand on ressent le besoin, en fait. Après le confinement, on est déjà dans la privation de beaucoup de choses, privation de liberté, privation d'autonomie, de nos habitudes. Donc voilà, la question c'est est-ce que le jeûne va apporter une plus-value à un certain nombre de privations qu'on subit déjà actuellement, et qui est tout à fait normal vu le contexte. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on le vit bien, quoi. Donc voilà, j'ai pas de réponse générique à ça. Oui, j'imagine. Alors, je remets ton PowerPoint. Il est bientôt l'heure qu'on se quitte. Anne Bernin, je rappelle donc que tu es diététicienne à l'Hôtel Dieu. Du coup, il y a une dernière question. Oui, une question de Yannick. Vas-y. Alors, je vais essayer d'enlever. C'était pas tout à fait une question, c'était par rapport au e-apéro. Il y a une addictologue qui s'appelle Nathalie Latour, c'est facile à se souvenir, qui a fait un petit speech là-dessus sur l'alcool, un échappatoire pendant le confinement. Et donc, on peut l'écouter, ça ne dure pas très longtemps. C'est intéressant. Alors, j'espère que ça va marcher.
Ah, si c'est pour entendre quelque chose via un micro, ça va être un peu compliqué, Yanni, hein. Ça va être compliqué, donc Ah ouais, j'engage tout le monde à les visualiser. C'est 2 minutes 41, ça dure pas longtemps. C'est une addictologue qui gère justement tous les problèmes de e-apéro et elle redonne un peu la ligne directrice par rapport à ce qui est admis, moins admis, sur quoi on doit se tenir plus pour rester en bonne forme et tout en sachant que l'alcool va pas aider à dormir, l'alcool a des problématiques. Et ça rejoint aussi la problématique qu'on a de frustration en ce moment liée au confinement qui engendre des fois des comportements alimentaires ou d'autres dérives alcooliques aussi à travers un rétablissement pseudo-social par les e-apéros. Donc, il faut parfois se méfier parce qu'on sait qu'on ne va pas reprendre la voiture après, on sait qu'on va aller se coucher, le lit est juste à côté. C'est aussi un risque. Donc, voilà, c'est un risque de ouais, trop manger, c'est un risque de trop également. il y a une Voilà, consommation d'alcool Nathalie Latour, Combini. qui est forcément plus forte. Je te propose, Yanni, de nous envoyer ta vidéo de manière à ce qu'on puisse la mettre à disposition directement sur le site du Corévi, si Dominique, tu en es d'accord. Oui, bien sûr. Et pour le coup, ça permettra que tout le monde puisse la voir dans de bonnes qualités et avec de bonnes conditions. Donc, vous pourrez donc la retrouver directement sur le site du Corévi et sur la chaîne YouTube du Corévi. Anne Bernin, merci beaucoup. Je rappelle, tu es diététicienne donc à l'Hôtel Dieu. Si d'autres personnes ont besoin de poser des questions à Anne en toute confidentialité, vous pouvez passer par le mail du secrétariat du Corévi que vous pouvez trouver directement sur le site internet du Corévi. Vous pouvez retrouver bien entendu cette vidéo ainsi que toutes celles des mardis à 11 heures avec les conférences WebEx. Et donc, je vous propose donc de retrouver les replays et leur intégralité directement sur le site du Corévi. Merci à tous et puis donc on se voit la semaine prochaine. Merci encore Anne et puis n'hésitez Merci à vous. pas à poser vos questions à Anne directement sur le site du Corévi.